Papa, dis-moi que tu n'as pas mangé les gâteaux. La voix de mon fils tremblait d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ce n'était pas une nervosité ordinaire ou une inquiétude normale de la part d'un enfant. C'était de la panique pure, brute, désespérée. Je regardais le panier vide sur le comptoir de la cuisine où, quelques heures plus tôt, se trouvaient les 12 gâteaux faits maison qu'il m'avait envoyés comme cadeau pour mon 68e anniversaire. L'emballage élégant était toujours là, avec ce nœud bleu marine qui semblait trop coûteux pour un cadeau ordinaire. Non, mon fils. Je les ai donnés à Jennifer et aux garçons quand ils sont venus me rendre visite ce matin. Ma réponse est venue naturellement, sans importance, mais le silence à l'autre bout du fil m'a glacé le sang. Un gémissement étouffé s'est échappé du téléphone. Non, non, non. Papa, où sont-ils maintenant? Où sont Jenny et les enfants? Je m'appelle Bob Richardson et, en 70 ans d'existence, je n'ai jamais eu peur de la voix de mon propre fils. Mais à ce moment-là, assis dans mon fauteuil usé à Portland, dans l'Oregon, le téléphone tremblant dans ma main, quelque chose de primitif en moi m'a crié que quelque chose n'allait vraiment pas. Ils sont rentrés à la maison il y a environ 2 heures. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu es si agité? Papa, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Sa respiration était saccadée, comme s'il courait. Tu as le numéro de Jenny? Tu peux l'appeler tout de suite? Michael, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Appelle-la, papa. S'il te plaît. Et dis-moi comment ils vont. J'ai raccroché, les mains tremblantes, et j'ai composé le numéro de ma belle-fille. Jennifer a répondu à la 2e sonnerie, la voix étrange, fatiguée. Bonjour, Bob. Comment vas-tu? Jenny, comment allez-vous? Les garçons vont bien? Une pause. En fait, pas très bien. Les garçons ont commencé à se sentir mal il y a 1 heure. Ils ont mal au ventre et des vertiges. Tyler a même vomi 2 fois. J'ai pensé que c'était ce virus qui circule à l'école, mais mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Jenny, écoute. Avez-vous mangé les gâteaux que je vous ai offerts ce matin? Oui, bien sûr. Les garçons ont adoré. Pourquoi? Vous devez aller à l'hôpital. Tout de suite. Bob, tu me fais peur. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gâteaux? J'ai regardé à nouveau le panier vide, le nœud bleu marine, l'élégance exagérée d'un cadeau que mon fils, qui se souvenait à peine de mon anniversaire ces dernières années, avait soudainement décidé de m'envoyer. Je ne sais pas, Jenny. Mais Michael vient de m'appeler, paniqué, pour me demander si vous alliez bien. Quelque chose ne va pas. En attendant sa réponse, mon esprit a commencé à assembler les pièces du puzzle. Mon fils vivant au-dessus de ses moyens. Les conversations étranges sur ma situation financière ces dernières semaines. L'intérêt soudain pour mon testament. Et maintenant, mes 2 petits-enfants de 7 et 9 ont été malades après avoir mangé les gâteaux qu'ils m'avaient envoyés. Bob, a repris Jennifer d'une voix tremblante. Tyler vient de vomir à nouveau. Et il y a du sang. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce que nous avons découvert ensuite à propos de ces gâteaux allait changer tout ce que je pensais savoir sur mon propre fils. La course vers l'hôpital fut un brouillard de feux rouges et de prières silencieuses. Jennifer m'avait rappelé 20 minutes plus tard, la voix désespérée. Bob, Tyler est inconscient. Nous sommes au merci général. Quand je suis arrivé aux urgences, j'ai trouvé ma belle-fille assise sur une chaise en plastique bleu, tenant la main de mon plus jeune petit-fils, Jake, âgé de 7 ans. Le garçon était pâle comme un linge, avec des cernes sous les yeux, relié à une perfusion intraveineuse. Où est Tyler? Ai-je demandé, en essayant de garder une voix calme. À l'unité de soins intensifs pédiatriques, a répondu Jennifer sans lever les yeux. Les médecins ont dit qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire grave, mais Bob, ils n'ont jamais vu ça. Le niveau de toxines dans son sang est anormal. Le docteur Martinez, un homme de petite taille portant des lunettes dorées, s'est approché, un bloc-notes à la main. Monsieur Richardson, je suis le médecin traitant de vos petits-enfants. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur ce qu'ils ont mangé aujourd'hui. C'était les gâteaux, répondis-je immédiatement. Mon fils m'a envoyé un panier de 12 gâteaux faits maison ce matin. Les enfants en ont mangé 3. Jennifer en a mangé 2. Le médecin fronça les sourcils. Et vous? Je n'en ai pas mangé. Intéressant. Il prit une note. Monsieur Richardson, les analyses sanguines des enfants montrent la présence de glycoside cardiaque à une concentration extrêmement élevée. Il s'agit d'une substance que l'on trouve naturellement dans des plantes telles que la digitale, mais à des doses qui suggèrent un empoisonnement intentionnel. Les mots semblaient résonner au ralenti. Empoisonnement intentionnel. Mon propre fils avait tenté de m'empoisonner et, par un terrible hasard,
avait failli tuer mes petits-enfants. Docteur, dit-il d'une voix rauque, mes petits-enfants vont s'en sortir? Tyler est stable, mais dans un état critique. Jake a mieux réagi au traitement parce qu'il en a mangé moins. Nous allons les surveiller pendant au moins 72 heures. Et vous, madame, dit-il en regardant Jennifer, vous devez également être surveillée. Si vous présentez le moindre symptôme, nausées, palpitations, vision trouble, appelez-moi immédiatement. Lorsque le médecin s'éloigna, mon téléphone vibra. C'était encore Michael. Papa, comment vont les enfants? Jennifer ne répond pas. Je regardais ma belle-fille, qui secoua la tête. Elle ne voulait pas lui parler. Pas encore. Ils sont hospitalisés, Michael. Dans un état critique. Un long silence. Puis, papa, je ne savais pas que cela arriverait. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Pas je n'ai rien fait de mal, ou ça a dû être un accident. Ça devait se passer comme ça, mais différemment. Michael, j'ai besoin que tu viennes à l'hôpital. Maintenant. Papa, je ne peux pas. Je gère une situation ici. Tes enfants se battent pour leur vie et tu as une situation à gérer. Ma voix monta d'un octave. Quel genre de situation est plus importante que ça? C'est compliqué, papa. Écoute, je t'expliquerai tout plus tard, mais pour l'instant, dis-moi juste s'ils vont s'en sortir. Je raccrochai le téléphone. Jennifer m'a regardé, les larmes aux yeux. Bob, il y a quelque chose que je dois te dire. Michael est venu ici hier soir, quand tu n'étais pas là. Il a posé des questions sur ton testament, sur tes comptes bancaires. Il a dit qu'il s'inquiétait pour ta santé financière à la retraite. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il a demandé d'autre? Si tu avais des problèmes de santé que tu n'avais pas révélés à la famille. Si tu prenais des médicaments pour le cœur. Bob, à l'époque, j'ai trouvé ça étrange, mais maintenant, tout s'expliquait. Les glycosides cardiaques, des substances qui attaquent le cœur. Michael avait fait des recherches, il avait tout planifié. Il voulait que ça ressemble à une mort naturelle. Mon esprit est revenu sur les derniers mois. Ces visites soudaines, toujours avec des excuses pour vérifier mes armoires à pharmacie, afin de s'assurer que je prenais tout correctement. Les questions sur mon patrimoine, sur la maison qui avait appartenu à ma défunte épouse, sur les polices d'assurance vie. Et puis je me suis souvenu, la semaine dernière, Michael avait insisté pour que je mette à jour mon testament, me suggérant un avocat en particulier, un de ses amis, selon lui. Jennifer, ai-je dit lentement, sais-tu où Michael a trouvé les gâteaux? Elle a secoué la tête. Il a dit qu'il les avait faits à la maison. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose de spécial pour toi, qu'il se sentait coupable de ne pas avoir été un bon fils ces dernières années. Coupable. De ne pas avoir été un bon fils. Et sa solution était de me tuer. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Commissariat de Portland. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Bob Richardson. Je dois signaler une tentative de meurtre. En attendant l'arrivée de la police, je me suis assis à côté de Jake, qui s'était réveillé et me regardait avec ses grands yeux confiants que les enfants ont avant que le monde ne leur montre que tous les adultes ne sont pas sûrs. Grand-père Bob, a-t-il murmuré, pourquoi suis-je malade? Comment expliquer à un enfant de 7 ans que son propre père avait tenté d'assassiner son grand-père? Comment lui dire que la seule raison pour laquelle il était là, luttant contre le poison dans ses petites veines, était que j'avais partagé un cadeau qui aurait dû être mon arrêt de mort? Tout ira bien, Jake. Grand-père s'en assurera. Mais tandis que je tenais sa petite main fragile, une partie plus sombre de mon esprit commença à se demander. Si Michael était capable d'empoisonner son propre père, et si ses enfants avaient failli mourir comme dommages collatéraux, jusqu'où était-il prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait? L'inspectrice Sarah Chen est arrivée 40 minutes après mon appel. C'était une femme asiatique de taille moyenne, avec des yeux perspicaces qui semblaient cataloguer chaque détail de la salle d'attente à mesure qu'elle s'approchait. Son partenaire, l'inspecteur Rodriguez, était un homme hispanique plus grand, avec un cahier déjà ouvert à la main. « Monsieur Richardson », a dit Chen en me tendant la main. « Je comprends que vous ayez des raisons de croire que quelqu'un a essayé de vous empoisonner. » Jennifer m'a regardé, les yeux remplis de larmes. Tyler avait été transféré dans une chambre individuelle, toujours inconscient, tandis que Jake dormait profondément sous l'effet des médicaments. La vue de mes petits-enfants reliés à des machines était une image qui, je le savais, me hanterait pour le reste de ma vie. Mon fils m'a envoyé des gâteaux comme cadeau d'anniversaire, expliquai-je en montrant mon téléphone avec ces messages. Quand il a appris que les enfants en avaient mangé, il a complètement paniqué. Ce n'est pas une réaction normale pour des gâteaux qu'il aurait soi-disant fait à la maison. Chen examina les messages tandis que Rodriguez prenait tout en note.
Avez-vous conservé une partie des gâteaux? L'emballage, les restes de pâte? Seulement le panier vide et le nœud. Je m'interrompis, me souvenant de quelque chose. Mais il y a une chose étrange. Michael n'a jamais fait de gâteau de sa vie. Ma défunte épouse plaisantait toujours en disant qu'il ne savait même pas préparer correctement des pâtes instantanées. Où votre fils a-t-il trouvé ces gâteaux? Demanda Rodriguez. C'est là le problème. Il a dit qu'il les avait faits, mais... Je leur montrai une photo du panier élégant sur mon téléphone. Regardez cette présentation. Du papier doré, un nœud en velours, 12 gâteaux parfaitement décorés. Ce n'est pas le travail d'un amateur. Shane fronça les sourcils. Nous aurons besoin de ce panier et de tout ce qui a touché les gâteaux. Nous voulons également parler à votre fils. Bonne chance, dit Jennifer avec amertume. Il ne répond pas à mes appels. Et quand Bob l'a appelé, Michael a dit qu'il était occupé à régler une situation et qu'il ne pouvait pas venir à l'hôpital. Quel genre de situation pourrait être plus important que des enfants hospitalisés? Marmonna Rodriguez en prenant d'autres notes. C'est alors que le docteur Martinez réapparut, l'air encore plus grave. Monsieur Richardson, nous venons de recevoir des résultats plus précis. La concentration de glycoside cardiaque dans le sang des enfants est extrêmement élevée, mais nous avons également trouvé des traces de strophantine, une substance que l'on ne trouve que dans des laboratoires spécialisés. Mon estomac se noie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la personne qui a préparé cela avait des connaissances avancées en chimie. Ce n'est pas quelque chose que l'on ferait chez soi en faisant des recherches sur Google. Et le dosage? Il marqua une pause, visiblement mal à l'aise. Le dosage suggère qu'il était calculé pour un homme adulte de votre poids approximatif. Pour les enfants, il a failli être fatal. Shane et Rodriguez échangèrent un regard significatif. Docteur, dit Shane, cela suffirait-il à tuer un homme de 68 ans? Sans aucun doute. Et cela ressemblerait à une crise cardiaque naturelle. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un glas funèbre. Mon propre fils avait calculé exactement la quantité de poison nécessaire pour me tuer, sous le couvert d'un cadeau d'anniversaire. Jennifer sanglota doucement. Bob, il y a autre chose. Michael m'a demandé de ne parler des gâteaux à personne. Il a dit qu'il voulait que ce soit une surprise rien que pour nous, que les autres pourraient être jaloux qu'il ne leur en ait pas fait aussi. Jalousie. Il avait anticipé que je pourrais partager et avait essayé d'éviter les témoins. Mon téléphone vibra à nouveau. C'était Michael. Réponds, m'a ordonné Shane. Mets-le en haut-parleur. Papa, comment vont les enfants? Sa voix semblait différente maintenant. Elle n'avait plus le ton paniqué du premier appel, mais quelque chose de calculé, de contrôlé. Comme s'il avait eu le temps de réfléchir à une histoire. Ils vont bien, Michael. Où es-tu? Je suis à Seattle. Je suis venu régler quelques problèmes professionnels. Quand j'ai appris pour les enfants, j'étais désespéré, mais je ne pouvais pas rentrer immédiatement. Seattle. Un mensonge évident. Michael travaillait à Portland depuis 5 ans, il n'avait jamais mentionné de projet à Seattle. Quel genre de problème professionnel? Ai-je insisté. C'est compliqué, papa. Des questions contractuelles. Mais écoute, pour les gâteaux, je les ai achetés dans une nouvelle boulangerie artisanale. Ils ont peut-être utilisé des ingrédients périmés ou quelque chose comme ça. C'est terrible ce qui s'est passé. Shane a haussé les sourcils. Maintenant, il changeait de version, il n'était plus fait maison. Quelle boulangerie? Ai-je demandé. Je ne me souviens pas du nom exact. C'était une petite boulangerie dans le centre-ville. Française, je crois. Rodriguez griffonnait furieusement. Shane m'a fait signe de continuer. Michael, les médecins ont dit qu'il s'agissait d'un empoisonnement intentionnel. Avec des substances qui n'existent que dans les laboratoires. Silence. Un silence trop long. Ça n'a pas de sens, papa. Ça doit être une erreur médicale ou une contamination accidentelle. Les boulangeries n'ont pas accès à ces choses dont il parle. Mais sa voix tremblait légèrement. Et il avait dit ces choses dont il parle, comme s'il savait exactement quelle substance les médecins avaient trouvée. Michael, quand rentres-tu? Je ne sais pas trop. Peut-être dans quelques jours. Mais papa, je vais bien sûr payer tous les frais médicaux. C'est le moins que je puisse faire. Les frais médicaux. Comme si cela pouvait réparer ce qu'il avait fait à mes petits-enfants. Je raccrochai et regardai les détectives. Avez-vous entendu ces mensonges? Shane acquiesça. D'abord, il a dit qu'il l'avait fait chez lui, maintenant il dit qu'il l'a acheté dans une boulangerie dont il ne se souvient plus du nom. Il prétend être à Seattle pour le travail,
mais il semble avoir des connaissances spécifiques sur l'empoisonnement. Et il propose de payer les frais médicaux avant même de savoir combien cela coûtera. Comme si c'était de sa faute, ajouta Rodriguez. Ou comme s'il essayait d'acheter le silence. C'est à ce moment-là que quelque chose a fait tilt dans mon esprit. 3 semaines auparavant, Michael m'avait rendu visite et s'était montré très intéressé par mes médicaments contre l'hypertension. Il avait pris les flacons, lu les étiquettes, posé des questions sur la posologie et la fréquence. À l'époque, j'avais pensé qu'il s'agissait d'une préoccupation filiale. Je comprenais maintenant. Il calculait comment un empoisonnement pouvait être masqué par une réaction médicamenteuse. « Inspecteur, ai-je dit d'une voix plus ferme que prévu, j'ai des choses à vous dire au sujet de mon fils. Des choses que j'ai ignorées parce que je ne voulais pas y croire. » Jennifer m'a regardé avec surprise. Shane s'est penché en avant. Ces dernières semaines, Michael m'a posé des questions étranges sur ma santé, mon testament, mes comptes bancaires. Il a insisté pour que je mette à jour mes documents juridiques. Et hier soir, il a rendu visite à Jennifer pour lui poser des questions sur les finances de la famille. « Quel genre de questions ?» a demandé Shane. « Si j'avais des dettes cachées, si ma maison était libre de toute hypothèque, si j'avais l'intention de me remarier, » a répondu Jennifer. J'ai trouvé cela étrange à l'époque, mais Bob, il a dit qu'il s'inquiétait pour son bien-être pendant sa vieillesse. Rodriguez a arrêté d'écrire. « Monsieur Richardson, avez-vous un patrimoine important ? J'ai une maison déjà payée, quelques économies, des polices d'assurance vie. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour une retraite confortable. Et votre fils en est le bénéficiaire. » La question m'a frappé comme un coup de poing. Oui, Michael et ma fille se partagent tout à parts égales. Shane et Rodriguez se regardèrent à nouveau. « Nous aurons besoin de copies de ces documents, » dit Shane. « Et monsieur Richardson, je vous recommande de rester en lieu sûr jusqu'à ce que nous retrouvions votre fils. » C'est alors que la réalité m'a frappé de plein fouet. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Michael avait méticuleusement planifié ma mort, calculé la dose de poison nécessaire, anticipé les complications possibles, inventé une histoire pour couvrir ses traces. Mes petits-enfants ont failli mourir parce que mon propre fils voulait accélérer son héritage. Je me suis levé de la chaise inconfortable de l'hôpital avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Messieurs les inspecteurs, vous allez arrêter mon fils. Mais avant cela, je veux tout savoir. Je veux savoir depuis combien de temps il planifiait cela, qui d'autre est impliqué, quelles autres tentatives il a pu faire. » Shane acquiesça respectueusement. « Nous allons mener une enquête approfondie, monsieur Richardson. » « Non, dis-je, surprenant tout le monde. Vous allez enquêter, mais moi aussi. Michael a sous-estimé une chose fondamentale à propos de son vieux père. » Jennifer m'a regardé, perplexe. « Quoi, Bob ? Que je n'ai pas bâti une vie prospère en étant passif. Et personne, pas même mon propre fils, ne menace ma famille sans en subir toutes les conséquences. » Alors que je regardais Tyler respirer paisiblement à travers les tubes, quelque chose en moi s'est durci de façon permanente. Michael avait commis l'erreur fatale de laisser ses victimes en vie. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à lui montrer ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. Mais ce que nous allions découvrir au sujet des plans de Michael dans les jours suivants allait révéler que l'empoisonnement n'était qu'un début. Et ma réponse serait bien plus dévastatrice que tout ce qu'il pouvait imaginer. Au cours des 72 heures qui suivirent, je transformai mon salon en salle de guerre. La table basse était recouverte de documents bancaires, de relevés de cartes de crédit, de relevés téléphoniques et d'une chronologie détaillée des 6 derniers mois de comportement suspect de Michael. L'inspectrice Shane m'avait donné la permission d'enquêter de mon propre chef, à condition de tout partager avec eux. « Vous connaissez votre fils mieux que quiconque », m'avait-elle dit. « Vous pouvez remarquer des schémas qui nous échapperaient. » Jennifer a emménagé temporairement chez moi avec les garçons après leur sortie de l'hôpital. Tyler était encore faible, mais Jake s'était presque complètement rétabli. Voir mes petits-enfants jouer dans mon salon, sachant que j'avais failli les perdre à cause de la cupidité de leur propre père, alimentait une détermination froide qui grandissait chaque jour. « Grand-père Bob, » dit Tyler un matin, encore pâle mais souriant, « papa va venir nous voir aujourd'hui. » Jennifer et moi avons échangé un regard. Comment expliquer que leur père était en fuite, recherché par la police? « Papa est loin pour le travail, mon grand, » répondis-je en lui caressant les cheveux. « Mais vous êtes en sécurité ici avec moi. » En sécurité. Un mot qui avait pris un nouveau sens. Car tandis que Michael pensait avoir effacé ses traces, je découvrais un schéma bien plus élaboré et terrifiant que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Première découverte, les prêts secrets.
En fouillant dans les registres bancaires avec l'aide de mon comptable, j'ai découvert que Michael avait contracté 700 000 $ de prêt en utilisant ma maison comme garantie, en falsifiant ma signature sur des documents que je n'avais jamais vus. Deuxième découverte, l'assurance vie. Michael avait secrètement augmenté mes polices d'assurance vie à 2,5 millions de dollars il y a seulement 3 mois, en falsifiant à nouveau ma signature. Troisième découverte, la nouvelle entreprise. Michael avait créé une société à responsabilité limitée appelée Richardson Legacy Holdings, en utilisant mon nom et mon identité à mon insu. Mais c'est la quatrième découverte qui m'a glacé le sang. J'ai trouvé un reçu froissé dans la poche d'un vieux manteau que Jennifer avait rapporté de la maison, un manteau que Michael avait porté la semaine précédente. Il provenait d'une entreprise appelée Botanica Plus Research Supply, à Seattle. J'ai appelé le numéro indiqué sur le reçu. Botanica Plus, Sarah à l'appareil. Bonjour, je m'appelle Bob Richardson. J'ai une question concernant une commande récente. Bien sûr, monsieur. Quel est le numéro de commande? J'ai lu le numéro figurant sur le reçu. Ah oui, monsieur Richardson. Votre fils Michael a retiré la commande la semaine dernière. 250 grammes d'extrait concentré d'oléandre pour son projet de recherche botanique. J'espère que cela fonctionne bien pour vous. L'oléandre. Je connaissais cette plante. Extrêmement toxique, chaque partie contient des glycosides cardiaques. La même substance que celle trouvée dans le sang de mes petits-enfants. Et, combien de fois a-t-il acheté chez nous? Oh, c'était la 3e commande en 2 mois. Toujours la même quantité. Il a dit qu'il faisait des expériences pour l'université. 3 commandes. Michael n'était pas en train d'improviser, il s'entraînait, affinant, calculant la dose exacte nécessaire pour tuer un homme de mon âge. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Pas de peur, mais d'une rage froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. Jennifer est entrée dans la pièce à ce moment-là, apportant du café. « Bob, ça va? Tu es blanc comme un fantôme. » Je lui ai montré le reçu. Je lui ai expliqué l'appel. J'ai vu l'horreur se répandre sur son visage. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré. 3 fois? Il planifie ça depuis des mois? On dirait bien. Et Jenny. Je me suis arrêté, j'ai pris une profonde inspiration. Je dois te dire quelque chose que j'ai découvert à propos des prêts. Quand j'ai fini de lui expliquer pour les 700 000 $, Jennifer s'est affalée sur le canapé. Bob, notre maison a également été utilisée comme garantie pour des prêts que je n'ai jamais autorisés. J'ai trouvé les documents hier soir. Il a également falsifié ma signature. Nous étions tous les deux systématiquement volés par le même homme. Mon fils préparait non seulement ma mort, mais aussi la ruine financière totale de sa propre femme et de ses enfants. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Jenny, je vais te poser une question étrange. Me ferais-tu confiance pour faire quelque chose qui peut sembler fou? Elle m'a regardé dans les yeux. Après tout ce que nous avons découvert? Bob, je te fais plus confiance qu'à mon propre mari. Michael va revenir. Il doit revenir, car il sait qu'il a laissé des traces. Et quand il reviendra, il essaiera de nous convaincre qu'il est inquiet, qu'il veut t'aider, que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Et alors, nous le laisserons croire qu'il a réussi à nous convaincre. Jennifer fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, observant la rue tranquille où j'avais élevé Michael, où il avait joué quand il était enfant, où j'avais appris à être père. Michael me sous-estime parce qu'il me voit comme un vieux retraité naïf. Il pense pouvoir manipuler la situation avec de fausses larmes et des excuses élaborées. Laissons-le croire qu'il a raison. Mais pourquoi? Je me suis tourné vers elle. Parce que je veux qu'il s'enfonce encore plus. Je veux que chaque mot, chaque mensonge, chaque manipulation soit enregistrée. Et surtout, je m'interrompis, sentant le poids de ce que j'étais sur le point de dire. Je veux découvrir qui d'autre est impliqué dans cette affaire. Jennifer me regarda, perplexe. Jenny, Michael n'a pas les connaissances chimiques nécessaires pour purifier le laurier rose. Il n'a pas les relations nécessaires pour créer aussi facilement de fausses entreprises. Et les prêts, quelqu'un ayant accès aux comptes bancaires internes a facilité ces falsifications. La compréhension apparut dans ses yeux. Tu penses que d'autres personnes sont impliquées? J'en suis sûr. Et si cette histoire que tu suis te touche, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir à quel point cette conspiration est bien plus grande que nous ne l'imaginions. Ce soir-là, pendant que Jennifer couchait les garçons, j'ai installé un système d'enregistrement discret dans toute la maison. L'inspectrice Chen m'avait prêté du matériel policier, des microphones minuscules, des caméras de la taille d'un bouton. Car lorsque Michael déciderait enfin de se montrer avec ses excuses et ses manipulations,
je serais prêt. Pas pour le confronter. Pas pour le chasser. Mais pour lui faire croire qu'il m'avait complètement trompé, tout en recueillant toutes les preuves nécessaires pour détruire non seulement lui, mais tout le réseau de criminels qui l'aidait. Ce que Michael ne savait pas, c'est que son vieux père avait appris certaines choses au cours des 40 années passées à bâtir une entreprise prospère. Et l'une de ces leçons était simple. Quand quelqu'un essaie de vous détruire, vous ne réagissez pas immédiatement. Vous les laissez prendre confiance. Vous les laissez commettre d'autres erreurs. Et lorsque vous ripostez enfin, vous vous assurez que ce soit de manière dévastatrice et définitive. 3 jours plus tard, Michael a appelé. « Papa, c'est moi. Je rentre à la maison. Nous devons parler de tout ce qui s'est passé. J'ai des explications importantes à te donner. » Des explications importantes. Comme s'il pouvait expliquer une tentative de meurtre contre son propre père. « Bien sûr, mon fils. J'ai hâte de t'entendre. Rentre à la maison. » J'ai raccroché et j'ai souri pour la première fois depuis une semaine. Michael pensait qu'il revenait pour réparer ses erreurs et convaincre son père naïf que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. En réalité, il se dirigeait droit vers un piège qui allait entraîner non seulement lui, mais aussi tous ses complices, dans une chute bien plus dévastatrice que tout ce qu'il pouvait imaginer. Et le meilleur dans tout ça, il allait se livrer de son plein gré, croyant avoir le contrôle de la situation. Michael est arrivé jeudi matin au volant d'une BMW argentée que je n'avais jamais vue auparavant. À travers le rideau du salon, je l'ai observé rester dans sa voiture pendant près de 10 minutes, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises, comme s'il attendait un appel ou un message important. Quand il a finalement frappé à la porte, son expression était soigneusement moulée dans un masque de préoccupation paternelle et de regret. Cheveux coiffés, chemise neuve, posture répétée de quelqu'un sur le point de prononcer le discours le plus important de sa vie. « Papa », a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, en tendant les bras comme s'il allait m'embrasser. « Comment vas-tu? Comment vont les enfants? Je suis venu dès que j'ai pu régler mes problèmes au travail. Je me suis efforcé de paraître fatigué, plus âgé, légèrement confus. Michael, je suis content que tu sois venu. Je suis tellement perdu avec tout ça. » Ses yeux brillèrent d'une satisfaction mal dissimulée. Exactement la réaction qu'il attendait. Jennifer apparut à ce moment-là, sortant de la cuisine avec Tyler dans les bras. Le garçon était encore pâle, mais réveillé. Quand il a vu son père, il n'a pas couru vers lui pour l'embrasser comme il le faisait d'habitude. « Salut, papa », a dit Tyler à voix basse, se blottissant contre Jennifer. Michael s'est approché, mais s'est arrêté quand il a remarqué l'hésitation de son fils. « Salut, champion. Comment tu te sens? J'ai encore mal au ventre parfois. » Un muscle de la mâchoire de Michael se contracta. « Oui, j'ai entendu dire que vous aviez été malade. C'est terrible. C'est terrible. » Comme s'il n'en était pas directement responsable. « Assieds-toi ici, mon fils », dis-je en lui montrant le canapé où j'avais stratégiquement placé 3 microphones différents. Je dois comprendre ce qui s'est passé avec ces gâteaux. Michael s'assit, croisant les mains sur ses genoux. « Papa, je me sens tellement coupable. Je les ai achetés dans une nouvelle boulangerie du centre-ville, je pensais que ce serait spécial. Quand j'ai appris que les enfants étaient tombés malades. »« Tu as dit que tu les avais faits à la maison », l'interrompit Jennifer d'une voix glaciale. Michael cligna rapidement des yeux. « Ah oui, c'est que... Eh bien, j'ai acheté les ingrédients et je leur ai demandé de les assembler à la boulangerie. Techniquement, je les ai faits, mais avec une aide professionnelle. » Premier mensonge enregistré. Les caméras ont capturé chaque hésitation. La police a dit que c'était un empoisonnement, dis-je lentement, avec des substances chimiques spécifiques. C'est impossible, répondit Michael trop rapidement. Ça doit être une contamination accidentelle. Les petites boulangeries n'ont parfois pas de contrôle qualité adéquate. Oléandé, dis-je en observant attentivement son visage. Il resta immobile pendant une fraction de seconde. Quoi? Les médecins ont trouvé de l'oléandé concentré dans le sang des enfants. Tu sais ce qu'est l'oléandé, Michael? Non, papa. Je n'en ai jamais entendu parler. Sa voix était légèrement aiguë. Mensonge numéro 2. Je savais qu'il avait fait des recherches approfondies sur les plantes vénéneuses. Jennifer se leva, posant Tyler dans un fauteuil éloigné. Michael, j'ai besoin de te parler dans la cuisine. Ils sortirent, mais les microphones de la cuisine captèrent chaque mot de leur discussion chuchotée. Que se passe-t-il? Demanda Jennifer. Pourquoi mens-tu sur l'origine des gâteaux? Je ne mens pas. Je simplifie. Tu simplifies? Nos enfants ont failli mourir. Jenny, écoute. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
J'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu ne poses plus de questions pour l'instant. Plus compliqué? Michael, la police pense qu'il s'agit d'un empoisonnement intentionnel. La police ne comprend pas la situation. Donne-moi juste une semaine pour tout expliquer, d'accord? Une semaine. Assez de temps pour que Michael s'enfuit ou détruise les preuves. Ils sont retournés dans le salon, Michael affichant un sourire rassurant. Papa, Jenny est visiblement stressée par tout ce qui s'est passé. Et si je restais ici quelques jours pour t'aider avec les enfants pendant qu'ils se remettent? Rester ici, dans ma maison, avec accès à mes documents, ma routine, ma vie. Ce serait formidable, répondis-je. Je me sens si seul et confus. C'est à ce moment-là que mon téléphone sonna. C'était l'inspectrice Chen. Monsieur Richardson, nous avons des nouvelles importantes. Pouvons-nous discuter? Bien sûr, inspecteur. Je vous écoute. Michael se pencha en avant, clairement intéressé par la conversation. Nous avons retracé l'origine des gâteaux. Ils ne proviennent d'aucune boulangerie de Portland. Et Monsieur Richardson. Elle marqua une pause. Nous avons trouvé d'autres preuves chez votre fils. Michael pâlit. Quel genre de preuves? Demandai-je en gardant une voix neutre. Du matériel de laboratoire artisanal, d'autres produits chimiques et des documents. Des documents très intéressants sur des virements bancaires et des polices d'assurance. Michael se leva brusquement. Papa, je dois aller aux toilettes. Mais je savais qu'il n'allait pas aux toilettes. Il essayait de s'échapper. Inspecteur Chen, mon fils est ici avec moi en ce moment. Je pense que ce serait le bon moment pour que vous discutiez. Nous arrivons. 5 minutes. Je raccrochai et regardai Michael, qui s'était arrêté au milieu de la pièce. Son masque de sollicitude paternelle avait complètement disparu, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans les yeux de mon propre fils, un calcul froid et prédateur. « Papa, dit-il lentement, tu ne comprends pas la situation. Alors explique-moi. » Michael regarda Jennifer, qui serrait Tyler plus fort dans ses bras. « Jenny, emmène les enfants dans leur chambre. »« Maintenant. »« Non, » répondit-elle fermement. « Je ne vais nulle part tant que tu ne m'auras pas expliqué ce qui se passe. » C'est à ce moment-là que Michael commit l'erreur fatale. Pensant qu'il pouvait encore contrôler la situation, il se mit à parler. « Papa, tu ne sentirais rien. Ce serait rapide, naturel. Comme une crise cardiaque normale. » Jennifer étouffa un cri. Tyler se mit à pleurer. « Et après » demandai-je, en gardant une voix étrangement calme. « Ensuite, je m'occuperai de tout. Des finances, de la maison, des affaires. Tu n'aurais plus jamais à te soucier de quoi que ce soit. Parce que je serais mort. Parce que tu serais en paix. » L'euphémisme était presque pire que la brutalité de la vérité. « Et les 70 000 $ de prêt que tu as contractés en utilisant ma maison comme garantie. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment avez-vous su cela? Et les 2,5 millions de dollars d'assurance vie que vous avez augmentés sans mon autorisation? » Papa, je peux vous expliquer. Et la Richardson Legacy Holdings que vous avez créée avec mon identité. Chaque révélation était comme un coup physique. Michael réalisa que je n'étais pas l'homme confus et vulnérable qu'il imaginait. « Tu menais l'enquête, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. C'est à ce moment-là que nous entendîmes des voitures s'arrêter dans la rue. L'inspectrice Chen était arrivée avec des renforts. Michael regarda les fenêtres, puis moi, puis Jennifer qui pleurait avec Tyler dans ses bras. « Papa, » dit-il, et pour la première fois, sa voix semblait véritablement désespérée. « Je n'ai jamais voulu que les enfants soient blessés. Tu dois me croire. »« Je te crois, » répondis-je. « Tu voulais juste que je meure. » Les coups frappés à la porte résonnèrent dans toute la maison comme un marteau judiciaire. « Michael Richardson, » dit la voix de l'inspectrice Chen depuis l'extérieur. « Ouvrez la porte. Nous sommes venus vous arrêter. » Michael m'a regardé une dernière fois, et j'ai vu quelque chose qui m'a détruit. Pas de regret, pas d'horreur pour ce qu'il avait fait, mais de la frustration d'avoir été pris. Lorsque j'ai ouvert la porte à la police, j'ai su que la véritable révélation était encore à venir. Car les preuves dont Chen avait parlé allaient révéler un complot bien plus vaste que ce que nous avions tous imaginé. 6 mois plus tard, assis dans la galerie du tribunal fédéral de Portland, j'ai vu mon fils être condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre, fraude bancaire et association de malfaiteurs. Le juge Harrison, un homme aux cheveux gris qui me rappelait moi-même, a lu la sentence avec le sérieux que l'affaire méritait. L'accusé Michael Richardson a fait preuve d'une préméditation froide et calculée pour assassiner son propre père par cupidité financière, mettant ainsi en danger la vie d'enfants innocents. Michael gardait la tête baissée,
menotté, vêtu d'un uniforme orange qui contrastait cruellement avec les costumes coûteux qu'il avait l'habitude de porter. À ses côtés, son avocat privé avait abandonné l'affaire 2 semaines plus tôt lorsqu'il avait découvert que Michael n'avait pas les moyens de payer ses honoraires, tous ses biens ayant été gelés par la justice. Mais Michael n'était pas seul sur le banc des accusés. L'enquête de l'inspectrice Chen avait révélé un réseau de corruption beaucoup plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. Le docteur Richard Lawson, ancien chimiste pharmaceutique qui fournissait illégalement des substances contrôlées, a été condamné à 12 ans. Sandra Mitchell, employée de la Coastal Bank qui facilitait des prêts frauduleux à l'aide de faux documents, a été condamnée à 8 ans. Et Marcus Webb, comptable qui créait des sociétés fictives et manipulait des assurances-vie, a été condamné à 10 ans. Ils avaient tous une chose en commun. Ils avaient complètement sous-estimé un retraité de 70 ans originaire de l'Oregon. Jennifer était assise à côté de moi, me tenant la main. Nos petits-enfants, Tyler et Jake, s'étaient complètement rétablis et jouaient désormais dans mon jardin tous les après-midi après l'école. Tyler, avec son incroyable résilience d'enfant, demandait parfois quand son père rentrerait à la maison. Jennifer et moi lui répondions toujours avec une honnêteté adaptée à son âge. Papa a fait de mauvais choix et il doit en tirer les leçons. Monsieur Richardson, m'a dit le juge en s'adressant directement à moi. La Cour reconnaît votre courage d'avoir affronté cette situation complexe et d'avoir coopéré avec les autorités. Votre détermination à obtenir justice non seulement pour vous-même, mais aussi pour protéger d'autres cibles potentielles de cette organisation criminelle, est admirable. Admirable. À 70 ans, j'étais félicité pour mon courage devant un tribunal fédéral. Si quelqu'un m'avait dit cela il y a 1 an, j'aurais ri. Lorsque nous sommes sortis du tribunal, Jennifer m'a serré fort dans ses bras. Bob, merci. Merci d'avoir sauvé mes enfants. Merci de m'avoir montré que je n'ai pas à accepter la manipulation. Merci de m'avoir appris à me battre. Elle avait énormément mûri au cours de cette procédure. La femme soumise et peu sûre d'elle que Michael manipulait s'était transformée en une mère féroce et indépendante. Elle avait trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats, s'était inscrite à la faculté de droit pour suivre des cours du soir et avait acheté une petite maison confortable à 3 pâtés de maison de la mienne. Tu n'as pas à me remercier, Jenny. Tu as trouvé ta force toute seule. En réalité, nous avions tous été transformés par cette terrible expérience. Les garçons avaient appris la résistance et la protection familiale. Jennifer avait découvert son indépendance. Et moi? Eh bien, j'avais découvert que l'âge ne définit pas les capacités et que la protection de la famille n'a pas de date d'expiration. 2 semaines après le verdict, j'ai reçu un appel inattendu. Monsieur Richardson, ici Janet Williams, productrice de l'émission Justice in Focus sur CBS. Nous aimerions vous interviewer au sujet de votre affaire. Votre histoire a inspiré de nombreuses personnes âgées qui se sentent vulnérables face aux escroqueries familiales. Inspirer les personnes âgées. Moi, Bob Richardson, retraité de l'Oregon, j'étais devenu un symbole de résistance contre la maltraitance des personnes âgées. J'ai accepté l'interview. Assis sous les lumières chaudes du studio à Los Angeles, avec Janet Williams, une journaliste respectée que je regardais à la télévision depuis des années, qui m'interrogeait sur mon expérience, j'ai senti une transformation complète. Je n'étais plus l'homme confus et vulnérable que Michael pensait pouvoir manipuler. Monsieur Richardson, que diriez-vous à d'autres personnes âgées qui pourraient être victimes de manipulation familiale? J'ai regardé directement la caméra. Écoutez votre intuition. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. N'ayez pas peur de poser des questions difficiles, même à votre famille. Et rappelez-vous, la sagesse et l'expérience sont vos meilleures armes contre quiconque tente de profiter de vous. Je me suis arrêté, pensant à Tyler et Jake, regardant cette interview des années plus tard. Et pour les plus jeunes qui regardent, vos grands-parents et vos parents âgés ne sont pas des obstacles à votre héritage. Ce sont des bibliothèques vivantes d'expérience, d'amour inconditionnel et de sagesse. Lorsque vous les perdez, que ce soit de cause naturelle ou à cause de vos propres mauvais choix, cette perte est irréversible. Après l'interview, je me suis promené sur la jetée de Santa Monica en regardant l'océan. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. Monsieur Richardson, je suis David Chen, le petit-fils de l'inspectrice Sarah Chen. Ma grand-mère a montré votre interview à notre famille. Mon grand-père de 83 ans subissait des pressions de la part de mon cousin pour signer des documents suspects. Après avoir vu votre histoire, il a contacté la police. Merci de nous avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour se battre. Je souris en rangeant mon téléphone. C'est elle la véritable victoire, non pas l'incarcération de Michael, mais la protection d'autres familles. 6 mois plus tard, de retour à Portland,
j'étais dans mon jardin en train de regarder Tyler et Jake construire une cabane dans un arbre. Jennifer était à l'université, où elle étudiait pour devenir avocate spécialisée dans la protection des personnes âgées. « Grand-père Bob », cria Tyler depuis l'arbre, « cette cabane sera-t-elle assez solide pour résister à n'importe quelle tempête ?»« Si vous la construisez correctement, oui, » répondis-je. « Mais n'oubliez pas, peu importe sa solidité, prenez toujours soin les uns des autres là-haut. » Jake descendit de l'arbre et me serra dans ses bras. « Grand-père, je t'aime. Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. » Courageux. Mes petits-enfants me voyaient comme un homme courageux, pas comme une victime fragile. Ce soir-là, seul dans mon salon, j'ai regardé la photo encadrée de ma défunte épouse, Margaret. « Eh bien, mon amour, ai-je murmuré, notre fils a essayé de me tuer pour de l'argent. Mais nous avons réussi à sauver nos petits-enfants. Et ils grandiront en sachant qu'une vraie famille se protège, elle ne s'exploite pas. » J'ai pris ma tablette et j'ai commencé à écrire les premières pages de mes mémoires. Le titre serait « Ne sous-estimez jamais un grand-père. Comment j'ai transformé une tentative de meurtre en une leçon de vie. » Si cette histoire de résistance, de famille et de justice vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne. Nous partageons des histoires vraies de personnes qui ont refusé d'être des victimes et se sont battues pour la vérité. Parce que parfois, les meilleures histoires de vengeance ne se terminent pas par la destruction, mais par la protection de ceux que nous aimons. Certaines personnes diraient que j'ai perdu un fils à cause de la prison. Je préfère penser que j'ai sauvé 2 petits-enfants d'un avenir sombre et montré à une belle fille qu'elle méritait bien mieux que la manipulation et le contrôle. Michael est sorti de notre vie de la manière la plus dramatique qui soit, mais Tyler et Jake grandiront en sachant que la vraie famille signifie protection et non exploitation. Et Jennifer a découvert qu'elle n'avait pas à accepter moins que le respect total dans une relation. Quant à moi, j'ai appris qu'à 70 ans, je peux encore enseigner quelques leçons sur le fait de sous-estimer la mauvaise personne. Et que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose de mieux que ce qu'ils ont jamais essayé de détruire. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Michael en prison, il travaillait à la blanchisserie pour 80 cents $ et partageait une cellule avec 2 hommes qui ne toléraient pas les criminels qui font du mal aux enfants. Moi? Eh bien, j'ouvrais un compte d'épargne pour les études universitaires de mes petits-enfants et je planifiais la prochaine cabane dans les arbres avec eux. La vie a une façon intéressante d'équilibrer les choses. Il suffit d'avoir suffisamment de patience et de courage pour aller jusqu'au bout du processus. Ну так она подключена. Она подключена. Ну, мне точно не надо. Я хочу сейчас кое-что сделать. Пробуйте офнуть. Раз, два, три. Раз, два, три. Да. Да, она чуть-чуть. Так, давай-ка мы с тобой, знаешь, тогда как сделаем? Так, она должна зеленая быть? Да. Так, подожди, еще раз.
Пускай они активно пишут подсказки. Я сейчас там пошуршу. Давайте играть горячо-холодно. Да, горячо-холодно. Играем горячо-холодно. Вот спросите, сейчас слышно шуршание? Вот. Сейчас слышно, ребят? Пускай говорят громко, не громко. Да тут ничего нет. Тихо, тихо, дай. Есть. Здесь вон, видишь, коврик весь изнасилованный, скорее всего, где-то что-то. Ой. Опа, я Нашел? ее вижу. Да? Светится, да. Вот. Во. Можно, конечно, еще чуть порыться, и может тут магнитик где-то рядом. Он в смысле? У него крепление должно быть? Да, пофиг. Да подожди, кофе. Магнитный диск Мне просто такой нужно для этой небольшой. куртки. А дай фонарик. Лазим. Магнитик как он должен выглядеть? На, подержи. Сейчас покажу. Вот такой. А, во, подожди. О. Во. О, да. Вайп. Ребята, привет! Привет. Спасибо большое. Прости, пожалуйста. За что простите? Жучок хотела подкинуть, видишь, не получилось. О, как! Агента. Это ты же КГБ. На интересно. прослушка. Так, Ладно. обнимашечку. Спасибо большое еще раз и за мат. Покрепче, прям вот как с душой.